Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Biribi, discipline militaire. Auteur, Georges Darien. Chapitre 1. Ce livre est un livre vrai. Biribi a été vécu. Il n'a point été composé avec des lambeaux de souvenirs, des haillons de documents, les loques pailletées des récits suspects. Ce n'est pas un habit d'arlequin, c'est une casaque de forçat sans doublure. Mon héros l'a endossée, cette casaque, et elle s'est collée à sa peau. Elle est devenue sa peau même. J'aurais mieux fait, on me l'a dit, de la jeter avec art sur les épaules en bois d'un mannequin. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu ainsi mettre une sourdine aux cris rageurs de mes personnages, délayer leur fiel dans de l'eau sucrée, matelasser les murs du cachot où ils écorchent leurs poings crispés, idylliser leur fureur bestiale, servir enfin au public, au lieu d'un torboyau infâme, un mêlé-cassis très bourgeois avec beaucoup de cassis. J'aurais pu aussi parler d'un tas de choses dont je n'ai point parlé, ne pas dédaigner la partie descriptive, tirer sur le caoutchouc des sensations possibles, et ne point laisser de côté, comme je l'ai fait, volontairement, des sentiments nécessaires, la pitié par exemple. J'aurais pu surtout m'en tenir aux généralités, rester dans le vague, faire pattes de velours, en laissant voir adroitement que je suis seul et unique en mon genre pour les pattes de velours, et me montrer enfin très digne, très auguste, très solennel, presque nuptial, très haut sur faux col. Aux personnes qui me donnaient ces conseils, j'avais tout d'abord envie de répondre, en employant pour parler leur langue, des expressions qui me répugnent, que j'avais voulu faire de la psychologie, l'analyse d'un état d'âme, la dissection d'une conscience, le découpage d'un caractère. Mais comme elles m'auraient ri au nez, je leur ai répondu tout simplement que j'avais voulu faire de la vie. Et elles ont ri, derrière mon dos. Ce n'est pourtant pas si drôle que ça. J'ai mis en scène un homme, un soldat, expulsé après quelques mois de séjour dans différents régiments, des rangs de l'armée régulière, et envoyé sans jugement aux compagnies de discipline. Sans jugement, car le conseil de corps devant lequel il comparaît se contente de faire le total de ses punitions plus ou moins nombreuses, et le général, qui décide de son envoi à Biribi, suit l'avis du conseil de corps. Il est incorporé aux compagnies de discipline comme forte tête, indiscipliné, brebis galeuse, individu intraitable donnant le mauvais exemple. Aucun tribunal, civil ou militaire, ne l'a flétri, les folios de punition de son livret matricule sont noirs, mais son casier judiciaire est blanc. Pas un malfaiteur, un irrégulier. Cet homme passe 3 ans aux compagnies de discipline, et comment il a usé ces 3 années, j'ai essayé de le montrer. J'ai voulu qu'il vécût comme il a vécu, qu'il pensât comme il a pensé, qu'il parlât comme il a parlé. Je l'ai laissé libre même, de pousser ces cris affreux qui crèvent le silence des bagnes, et qui n'avaient point trouvé d'écho jusqu'ici. J'ai voulu qu'il fût lui, un paria, un désolé, un malheureux qui pendant 3 ans renfermé, aigri, replié, n'a regardé qu'en lui-même, n'a pas lu une ligne, n'a respiré que l'air de son cachot, un cachot ouvert, le pire de tous. J'ai voulu, surtout, qu'il fût ce douloureux, fort et jeune, qui pendant longtemps ne peut pas aimer et qui finit par haïr. J'ai voulu qu'il souffrît, par devant témoin, ce qu'il a souffert isolé. Maintenant, a-t-on bien fait de l'envoyer là-bas ? A-t-on eu tort de le faire souffrir ? Peut-être. Mais ce sont des questions auxquelles je ne veux pas répondre. Mon livre n'est pas là. Il est tout entier dans l'étude de l'homme, il n'est point dans l'étude des milieux. Je constate les effets, je ne recherche pas les causes. Biribi n'est pas un roman à thèse, c'est l'étude sincère d'un morceau de vie, d'un lambeau saignant d'existence. Ce n'est pas non plus, et ce serait commettre une grossière erreur que de le croire, un roman militaire. Où voit-on l'armée dans ce livre ? L'armée telle que nous la connaissons, l'armée telle que nous la rencontrons tous les jours, l'armée régulière enfin. Est-ce l'armée ? Cette poignée d'indisciplinés revêtus de la capote grise et soumis à des règlements inconnus dans les régiments ? Est-ce l'armée, ce bas-fond où croupissent les relégués militaires ? C'est l'armée comme le bagne est la société. L'armée.
Mais si j'eusse voulu parler d'elle, je n'aurais point été la chercher là. J'aurais été la chercher où elle est. Et dans un roman prochain, L'épaulette, je me réserve le droit de dire ce que j'en pense, et de convaincre de mauvaise foi ceux qui m'auront mal jugé. Ah, je le sais bien, le malheureux que je mets en scène, aigri par la souffrance, aveuglé par la haine, s'emporte violemment parfois contre le système militaire tout entier. Il le charge de tous ses crimes, lui fait porter le poids de toutes ses défaillances, l'accuse de toutes ses mauvaises passions, mais c'était nécessaire cela. C'était nécessaire, cette exagération même des diatribes, cette outrance maladive de la colère et des imprécations. La souffrance réclame. Seulement, cette déclamation-là, souvent, ce n'est pas un cri de révolte, c'est un bâillement. La haine est immortelle, dit mon héros dans un des chapitres de ce livre. Non, elle finit par s'éteindre, elle est tellement lourde à porter. Si grande qu'aient été sa misère et ses douleurs, si juste que puissent être ses ressentiments, l'homme, sortant du milieu où il a souffert, ne demande qu'à oublier. Il oubliera, lui aussi. Ou alors, il faudrait qu'il ne trouvât dans la société où il est rentré, que la déception qui brise après l'humiliation qui ronge, que le désespoir morne après la souffrance rageuse. Mais cela n'est pas possible. Et il ne restera de son existence sombre de paria, que ces confessions poignantes qu'il a arrachées brutalement, telles quelles de son cœur encore endolori, et que je transcris ici, en ce livre incomplet sans doute, mais qui aura du moins le mérite d'être sincère. Paris, janvier 1890. Georges Darien. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. Alea jacta est. Je viens de passer le Rubicon. Le Rubicon, c'est le ruisseau de la rue Saint-Dominique, en face du bureau de recrutement. Je rejoins mon père qui m'attend sur le trottoir. Eh bien, ça y est? Oui, Pipa. Je dis, oui, Pipa, d'un ton mal assuré, un peu honteux, presque pleurnichard, comme si j'avais encore 8 ans, comme si mon père me demandait si j'ai terminé un pensum que je n'ai pas commencé, si j'ai ressenti les effets d'une purge que je n'ai pas voulu prendre. Pourtant, je n'ai plus 8 ans, j'en ai presque 19, je ne suis plus un enfant, je suis un homme et un homme bien conformé. C'est la loi qui l'assure, qui vient de me l'affirmer par l'organe d'un médecin militaire dont les lunettes bleues ont le privilège d'inspecter tous les jours 200 ou 300 corps d'hommes tout nus. Marche bien, cet homme-là. Bon pour le service. Je répète cette phrase à mon père, qui m'écoute en écarquillant les yeux, la bouche entr'ouverte, l'air stupéfait. Toutes les 2 minutes, il m'interrompt pour me demander. « Tu as signé? Alors ça y est? Ils t'ont donné ta feuille de route? Alors, ça y est? » Et toutes les 2 minutes un quart, je réponds. « Oui, Pipa. » Je ne me borne pas d'ailleurs, à cette affirmation flanquée d'une constatation de paternité en raccourci. Je parle, comme si je tenais à bien faire voir que le médecin aux lunettes bleues ne m'a pas arraché la langue, comme si le coup de toise que j'ai reçu tout à l'heure sur la tête avait fait jaillir de ma cervelle des mondes d'idées. Tristes idées cependant que celles que j'exprime en gesticulant, au risque de faire envoler des arbres de l'esplanade des Invalides, que nous traversons tous les pierrots-gouailleurs qui font la nique aux passants. Considération banale sur l'état militaire, espoir bête d'avancement rapide, lieu commun héroïquement stupide, expression surchauffée d'un patriotisme sentimental de café-concert, tout cela compliqué du rabâchage obligé d'anecdotes d'une trivialité écœurante. Mon père paraît s'intéresser prodigieusement à ce que je lui raconte, il incline la tête en signe d'approbation, il murmure. Certainement, évidemment, rien de plus vrai. Et tout d'un coup, me regardant bien en face. Alors, décidément ça y est? C'est fini? Il a l'air de sortir d'un rêve, de revenir de très loin. Il n'a pas entendu un mot de tout ce que j'ai dit, c'est clair. Mon flux de paroles a seulement bercé ces pensées tristes que je devinais, et que je voulais chasser, comme elles ont laissé froid mon cerveau que j'essayais de griser. Je me tais subitement, secoué d'un grand frisson, envahi soudain par une colère noire,
un dégoût énorme, qui me porterait à me donner des coups de pied à moi-même ou à me tirer les oreilles, si je n'avais peur de passer pour un aliéné. La chose que je viens de faire, je le sais, était une chose forcée, mais je sens que c'est aussi une chose bête, triste et qui plus est, irréparable. Et nous marchons côte à côte, sans plus rien dire, traversant sur le pont désert des Invalides la Seine jaunâtre ridée par un vent froid, moi, le fils qui ai voulu mettre un terme à une situation douloureuse, et lui, le père désolé d'avoir été obligé de me laisser faire. Nous semblons deux étrangers. Et je me tais aussi, parce que je sens que si je recommençais à parler, je n'aurais plus dans la bouche les paroles bêtes et endormantes de tout à l'heure, et que je ne pourrais plus trouver que des phrases amères et des mots méchants. Je m'étais pourtant bien promis de rester calme, depuis le moment où j'avais résolu de m'engager, j'étais pourtant bien décidé encore, il y a 5 minutes à peine, à refouler les colères sourdes que je sentais gronder en moi. J'avais fait de grands gestes pour ne pas mettre la main dans ma poche où je sentais ma feuille de route, j'avais crié pour ne pas grincer des dents, j'avais ri parce que les contorsions douloureuses de mon visage et mon rictus de rageur disparaissaient sous la grimace du rire, j'avais imité ces conscrits imbéciles qui chantent pour s'étourdir, et qui épinglent à leur chapeau, chez le mastroquet, en hurlant des chansons patriotiques, le numéro qu'ils viennent de tirer en tremblant, la larme à l'œil, d'une urne placée entre deux gendarmes. Et brusquement, j'ai senti que j'étais à bout d'efforts, moi qui n'ai pas bu d'alcool, et que je ne pouvais plus continuer cette comédie qui m'écœure et qu'on n'a pas prise au sérieux. Car mon père n'a pas été ma dupe. Il ne me le dit pas, mais je le sens bien. Je le vois, marchant à 6 pas de moi, sur la contre-allée du cours La Reine que nous descendons, la tête baissée, morne affaissée. Il ouvre son parapluie, et s'approche de moi. Mets-toi à l'abri, il pleut. En effet, quelques gouttes d'eau piquent de point brun la poussière grise. Oh! Bah, ce n'est rien. Mais tu n'as pas de parapluie. Ton chapeau va s'abîmer. Qu'est-ce que ça fait? Je ne le porterai plus demain. Mon père a tourné la tête à gauche, comme pour regarder quelque chose du côté des Champs-Élysées, mais pas assez vite pour que je n'ai eu le temps de voir une larme trembler au bord de ses cils. Cette larme-là me remue. Ah ça, est-ce que je vais continuer à garder cet air d'enterrement, cette mine de pleureur aux pompes funèbres? À quoi ça me sert-il, au bout du compte, de froncer les sourcils et de me payer une tête de bourreau de mélodrame? Ce qui est fait, n'en parlons plus. L'heure des récriminations est passée. Et bravement, je demande à mon père ce qu'il regarde par là, à gauche. Moi? Rien. Ah, à propos, figure-toi qu'au bureau de recrutement. Je lui raconte des histoires quelconques. Je lui parle d'un individu qui ne voulait pas ôter sa chemise pour passer la visite, et d'un autre qui avait oublié de retirer ses bottes. Je trouve vraiment ces petits incidents très drôles. J'en ris aux éclats, je m'en tiens les côtes. Mon père se contente de sourire, un sourire jaune. Il faut pourtant être gai, que diable. Il faut arriver à lui faire croire que je ne suis pas trop mécontent de mon sort, que je pars de bon cœur, que la nouvelle vie que je vais mener ne m'inspire pas la moindre répulsion. Je me batte les flancs pour le dérider, je ridiculise les passants, je me moque d'un marchand de coco qui agite sa crécelle malgré la saison, et d'un monsieur qui, sur une impériale d'omnibus, bat la semelle avec rage. Rien n'y fait. Mes éclats de rire et mes explosions de gaieté ratent comme des fusées mouillées dont la baguette retombe piteusement à terre, et quand je quitte mon père, au bureau des tramways, il me serre les doigts un peu fort dans sa main moite et me dit « À demain », avec une voix mouillée. Je le regarde s'éloigner, voûté, appuyé sur sa canne triste et là. Courcelles. En voiture. Je grimpe sur l'omnibus. Je vais au parc Monceau, à côté du parc Monceau, tout au moins, où habite mon oncle avec sa femme et sa fille. Mon oncle, c'est une pompe à morale. Une pompe à morale vieux jeu, avec un cylindre apostolique, un piston prud'homesque, une soupape système Guizot et une soupape système Berquin. Ma tante, elle, ne moralise pas pour son compte. Mais lorsque son mari dogmatise, elle approuve.
Et ma cousine ratifie. Que trouvez-vous à redire à ça? Absolument rien, n'est-ce pas? Mais moi qui suis en proie à une irritation croissante, moi dont les nerfs agacés frémissent et se contractent, comme les muscles mis à nu d'un animal sous l'influence d'un courant électrique, à toutes les paroles de consolation et d'encouragement bêtes qu'on me prodigue depuis 2 jours, moi qui sens bouillonner dans mon cerveau une colère dont je ne m'explique pas la cause, mais dont je serais bien aise de me décharger sur quelqu'un, j'y trouve quelque chose à redire. Et je suis décidée, absolument décidée, à ne pas me laisser faire de morale, et à jeter plutôt par-dessus bord, comme un chargement inutile, tous les sentiments affectueux tous, qui m'unissent à cette branche respectable de ma famille. Je brusque les choses. J'entre chez mon oncle en criant. Je viens de m'engager. J'épie en même temps sur sa physionomie les signes de la stupéfaction, les marques de l'étonnement, et comme il va assurément tomber à la renverse, je me reproche de ne pas m'être assuré, avant de pousser mon exclamation, s'il avait un fauteuil derrière lui. Mais il ne tombe pas. Il me répond très tranquillement. Ah, tu viens de t'engager. Il répète ma phrase, tout simplement, en y ajoutant une interjection, une toute petite interjection. Est-ce que ça ne le surprendrait pas, par hasard? Pas le moins du monde, car il ajoute. Ça ne m'étonne pas de toi. Il me fait signe de m'asseoir, s'assied lui-même, croise les jambes et continue en se frottant les mains. Ça ne m'étonne pas de toi, car je t'ai toujours regardé comme relativement intelligent. Relativement, bien entendu, car à notre époque il y a tant d'hommes de talent. Tu as eu assez d'esprit pour comprendre que l'existence que tu mènes depuis ta sortie du collège ne pouvait pas toujours durer. Qu'avais-tu derrière toi, depuis 2 ans? Une vie de fainéant, honteuse et indigne. Qu'avais-tu devant toi? Masa. Parfaitement, Masa. Tu as beau hocher la tête, les enfants qui désobéissent à leurs parents, ne suivent pas les bons exemples et n'écoutent pas les bons conseils, finissent toujours à Masa. Si tu avais 5 ans de moins, je dirais la roquette, mais tu as 19 ans. Je ne veux pas récriminer, te faire des reproches que tu as pourtant bien mérités, je ne te parlerai pas de ton ingratitude envers nous que tu ne venais pas voir une fois tous les 6 mois, de ton indifférence à l'égard de ta tante à qui tu ne daignais même pas envoyer un bouquet pour sa fête. Nous qui avons toujours été si bons pour toi, qui t'avons toujours donné de si bons avis, absolument comme si tu avais été notre fils. Nous qui te donnions tous les jours notre exemple, nous qui tiens, je vais profiter de ce que nous sommes seuls pour te le dire, la semaine dernière, ta cousine a fait dire une messe à ton intention pour que vous tourniez bien, monsieur. Il se lève, se promène de long en large et s'écrie en roulant au plafond des yeux de poisson frit. Dieu qui voit le fond des cœurs, l'a sans doute exaucé. C'est bien possible, mais je ne serais pas fâché de placer un mot. Mon oncle. Mais malheureux, tu as donc oublié jusqu'aux lois fondamentales de la politesse? Tu ne sais donc plus qu'il est inconvenant de couper la parole aux personnes qui tu verras, quand tu seras soldat, si tu interrompras impunément tes chefs. Ah, tu en as besoin, vois-tu, de manger de la vache enragée. Ma tante, qui vient d'entrer avec ma cousine, a surpris ces dernières paroles. Elle s'approche de moi. Tu t'es engagé? Tu vas être soldat? Eh bien, entre nous, mon ami, ça ne te fera pas de mal de manger de la vache enragée. Ça lui fera même beaucoup de bien, appuie ma cousine, avec un petit air convaincu. J'esquisse un geste de dénégation, mais mon oncle me jette un regard furieux. Cette fois, c'est bien entendu, j'ai besoin de manger de la vache enragée. Je n'ai plus qu'à me figurer que c'est un traitement à suivre, voilà tout. D'ailleurs, ça doit me faire beaucoup de bien. Tu as toujours eu un caractère exécrable, continue mon oncle. Dès l'âge le plus tendre, tu faisais tourner le lait de ta nourrice. C'est une horreur, dit ma tante. Une abomination, dit ma cousine. Mais sa mère lui lance un coup d'œil de travers. Une jeune fille ne doit pas faire semblant de savoir que les nourrices ont du lait. C'est très inconvenant. Mon oncle veut clore l'incident.
Tes instincts pervers, s'écrie-t-il, se sont développés avec l'âge. Et il énumère les queues de lapin que j'ai tirées, les hannetons que j'ai fait rôtir, les mouches que j'ai écartelées. Ah, ça ne l'étonne pas, que je me sois plus tard si mal conduit à l'égard de mes parents. Quand on prend, si jeune, l'habitude de faire du mal aux bêtes. Ma tante intervient. Mon ami. C'est vrai, fait mon oncle qui s'aperçoit que la passion l'égare. C'est vrai. Ce petit malheureux allait me faire dire des choses. Je suis réellement bouleversé, une conduite aussi déplorable. Ce n'est pas tout à fait sa faute, mon ami, tu sais bien que sa religion. En effet, ajoute ma cousine, tu sais bien papa que les protestants. Je m'y attendais. C'est l'excuse hypocrite dont ils affectent de couvrir ce qu'ils appellent mes fautes, excuse qui n'est en réalité pour eux qu'un outrage avec lequel ils me soufflettent. Sa religion. Protestants. Me les ont-ils assez jetés au nez, ces deux mots, tout en les susurrant d'une voix doucereuse et benoîte de cagots mielleux, qui ne demande qu'à disculper, et qui fait la part des choses. Ont-ils jamais manqué une occasion de me les coller sur le visage, ainsi qu'un stigmate, dévotement, onctueusement, comme ils se collent à eux-mêmes de la cendre sur le front, le lendemain du Mardi Gras? Et j'étais assez bête pour en rougir, assez mou pour avoir honte, assez lâche pour ne pas la défendre, cette religion dont les dogmes pourtant me font rire et dont je ferais bon marché si je ne sentais pas, derrière son rituel vieilli et ses doctrines surannées, deux grandes choses pour le triomphe desquelles elle a su trouver des confesseurs qui ont été des précurseurs et des martyrs qui ont été des héros, la vérité et la liberté. Est-ce que cette fois encore? Hélas, oui, cette fois encore je me contente de baisser la tête. Et la morale montait toujours. Mon oncle a glissé légèrement sur mon enfance, il s'est appesanti sur mon adolescence, et m'a reproché de n'avoir jamais eu de prix de thème grec. Il en est maintenant à ma jeunesse. Il ne comprend décidément pas que je n'ai pu arriver à m'entendre avec mes parents, et que j'ai déserté le toit paternel. Il veut bien avouer que je n'ai peut-être pas eu tous les torts, au début. Mais enfin, que les parents fassent ceci ou cela, les enfants n'ont pas à s'en plaindre. Pourquoi pas? Les enfants ne doivent jamais s'occuper des affaires des parents. Même quand elles les regardent directement, tu devais tout supporter en silence. Les enfants sont faits pour ça. D'ailleurs, lorsqu'il se passait chez toi des choses qui ne te plaisaient point, il y avait un moyen bien simple de ne pas s'en apercevoir. C'était de faire l'aveugle. L'aveugle? Je ne sais pas jouer de la clarinette. J'ai laissé échapper ça, tout haut. Mon oncle se lève, furieux. Comment, malheureux, tu plaisantes, tu oses plaisanter avec les choses sérieuses. Mais tu n'as donc de respect pour rien? Tu te moques donc de tout? Tu n'as donc plus ni âme, ni cœur, ni conscience, ni rien? Ah, cette manie de dénigrement. Le mal du siècle. Cette manie de raisonner envers et contre tout. Ah, elle te coûtera cher cette manie-là. Quand tu seras soldat, je te conseille, mon ami, de continuer à discuter avec ton insolence habituelle. Sais-tu ce qu'on te fera, si tu raisonnes, si tu es insolent? 1. Le sais-tu? Non, mon oncle. On te passera par les armes. On t'exécutera, dit ma tante. On te fusillera, dit ma cousine. J'en ai la chair de poule, et mon oncle, qui a produit son effet, continue son réquisitoire. Depuis, qu'as-tu fait? Tu as passé, je crois, 2 mois dans un bureau. Au bout de ces 2 mois, tu as jugé à propos de gifler un sous-chef, et l'on t'a flanqué dehors. Continue à appliquer ce petit système-là dans l'armée, et ce ne sera pas dehors qu'on te mettra, ce sera dedans. Ma tante et ma cousine éclatent de rire. Je ris aussi. En me forçant un peu, je me chatouille la paume de la main avec le petit doigt. Que voulez-vous? Mon oncle a 60 ans. Son répertoire de jeux de mots est bien vieux, c'est vrai, mais on ne peut vraiment pas lui demander d'apprendre par cœur à son âge le nouveau recueil des coq-à-l'âne et des calembours, augmenté d'une préface en vers. Je me mets à sa place,
Je sais très bien que lorsque j'aurai 60 ans et que je dirai par exemple, ce qui est plus fort qu'un Turc, c'est 2 Turcs, j'éprouverai un grand plaisir à voir s'esclaffer mes auditeurs. Mon rire a déridé mon oncle. Il fait un geste vague, de commisération indulgente. Depuis ce temps, comment as-tu vécu? Je l'ignore, et ne veux pas le savoir. À quoi t'es-tu occupé? À écrire. Des bêtises. Tu as fait des vers, on me les a montrés. Des vers abominables, dans lesquels tu appelles Monsieur Thiers, Géronte assassin et Gambetta Cromwell de carton, et diminutif de Mirabeau. Sais-tu pourquoi, seulement? Je fais signe que non. Je ne sais pas pourquoi. Mon oncle hausse les épaules. Je m'en doutais. J'en étais sûre, fait ma tante. Convaincue, appuie ma cousine. Tu es parti de chez ton père. Tu as dû mener une vie misérable, manger dans d'ignobles gargotes, coucher dans des repères infâmes. Ma cousine se bouche les yeux. D'ailleurs, tes vêtements en disent long. À propos, fait ma tante, nous te retiendrions bien à dîner, mais tu sais, c'est aujourd'hui vendredi, nous faisons maigre et comme tu es protestant. Je suis protestant en effet, mais je crois que pour le moment, ce sont mes habits qui protestent. En effet, dit mon oncle, il faut respecter toutes les convictions. Ça a toujours été mon avis. Eh bien, mon ami, puisque tu vas entrer dans une nouvelle carrière, prends la ferme résolution de t'y bien conduire, sois respectueux et obéissant à l'égard de tes chefs. Le régiment est une grande famille dont le père est le colonel, et dont la mère est la France. Quels que soient les ordres qu'on te donne, ne les examine pas, ne les critique jamais, exécute-les les yeux fermés. Ça ne doit pas toujours être commode. Le plus bel avenir s'ouvre devant toi. Tu peux te faire en peu de temps une position magnifique tout soldat, a dit Napoléon, porte. Oui, la giberne le bâton de maréchal. C'est ça. C'est ça. Moque-toi un peu des paroles d'un grand homme. D'ailleurs, mon ami, tout ce que je t'ai dit, c'est dans ton intérêt. Tourne bien, tourne mal, ça ne peut rien nous faire au fond. Nous déshonorer, ça, tu ne le peux pas, nous ne portons pas le même nom que toi. La charité chrétienne nous ordonne de faire des vœux pour toi, et de te donner de bons préceptes, quant au reste, ça nous est égal. C'est curieux, je m'en doutais presque. Tâche de monter vite de grade en grade. C'est le meilleur moyen d'avoir un avancement rapide. Surtout, évite les mauvaises compagnies, il y a partout des gens avec lesquels il ne faut se lier à aucun prix. Si tu es disposé à te bien conduire, à faire la joie de ta famille et l'honneur de ton pays, tu ne les fréquenteras point, tu les laisseras de côté. Du reste, vous ne pourriez pas vous accorder longtemps, le vice n'a jamais fait bon ménage avec la vertu. Ça doit être vrai, mais ça ne me semble pas neuf. Je pense avoir lu autrefois dans l'Aumont, cet exemple étonnant, la vertu et le vice sont contraires. Virtus et vicium sunt contraria. Tout le monde vient de se lever. Je crois la petite séance terminée, et je me lève comme les autres. Ma tante me promet, en me quittant, de me faire cadeau de mon premier uniforme, quand je serai nommé officier. Ma cousine m'offrira un sabre, un beau sabre. Décidément, elles n'ont pas l'air de croire outre mesure à mon avenir. Mon oncle ne me promet rien, mais en me reconduisant jusqu'à la porte, il me donne quelque chose, un conseil, un dernier conseil. Quand tu auras des galons, mon ami, souviens-toi bien de ce que je vais te dire, grave-le dans ta mémoire. Oui, mon oncle. Quand tu auras des galons, sois sévère, mais juste. Il ferme la porte. Je descends l'escalier furieux. Furieux surtout contre moi. Quoi? J'étais décidé en entrant dans cette maison, à ne pas me laisser débiter 3 mots de cette sempiternelle théorie de la vertu et des mœurs qui me dégoûte et m'assomme. J'étais résolu à interrompre brutalement la coulée de cette avalanche moralisatrice, qui vous engloutit sous ces phrases glacées. J'étais déterminé à rompre avec éclat, avec insolence, même une insolence qui aurait été de la franchise, plutôt que de permettre à mon oncle de me tenir encore une fois ce langage qui n'est pas son langage à lui seul, mais qui est celui de tous les gens qui pensent comme lui,
qui voient comme lui, qui pensent faux et qui voient faux des gens que je méprise déjà, et que je le sens bien, je finirai par haïr. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.